Monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines, Monsieur le directeur général de l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne, Monsieur le président de la Chambre des Mines du Sénégal, mon ami Macoumba Diop, Monsieur le docteur Abdoulaye Diallo, grand éditeur, en tout cas qui représente Harmattan Sénégal. C'est vrai qu'avec Diallo, ce travail est allé très vite, parce qu'avec 2 séances seulement, on s'est compris, et il a accepté effectivement d'éditer cet ouvrage-là. Comme il l'a dit, c'est en partie ma thèse de doctorat de sociologie qui a été publiée. Vous comprendrez aisément qu'on ne peut pas faire un travail de cette nature, c'est-à-dire produire un ouvrage sur l'orpaillage au Sénégal oriental en peu de temps seulement. Ça m'a pris énormément de temps et ça, je le dis. Je peux même parler de 10 ans quand même de recherche. Alors, sans plus tarder, on va essayer de plonger un peu dans l'antre de ce qu'on pourrait appeler l'orpaillage ou exploitation artisanale de l'or au Sénégal oriental. Déjà, avec ce titre, dans les mines d'or du Sénégal oriental, et en sous-titre, la fin de l'orpaillage, avec un point d'interrogation, certains seraient tentés de penser, si vous voulez, à de la prophétie. Comment peut-on prédire une fin, n'est-ce pas, d'une activité multiséculaire? Car comme vous le savez, et je parle sous le contrôle des historiens, les gens ont commencé en tout cas à pratiquer l'orpaillage bien avant l'arrivée des missionnaires civilisateurs. Et on peut même dire que l'or a été le primum mobile de la pénétration, en tout cas coloniale, dans le Haut-Sénégal. Cet ouvrage n'a rien de prophétique. Il est le fruit d'un questionnement sur la pratique de l'orpaillage, activité séculaire et mode de vie qui a tendance à disparaître progressivement, ne laissant dans la partie sud-est du pays que des producteurs et exploitants miniers obéissant aux règles du marché, de la division du travail et de la technique. Cela veut dire que donc, cette pratique ancestrale, en tout cas multiséculaire, connaît des mutations, donc des changements à la fois rapides et profonds, avec ce qu'on pourrait appeler le diffusionnisme des traits technologiques, ce diffusionnisme qui commence à bouleverser toute l'architecture de l'orpaillage traditionnel qui aujourd'hui est devenu anomique. En référence au sociologue Henri Mendras, qui dans sa publication La fin des paysans, donc en 1967, annonçait la disparition de la civilisation paysanne avec une description clairvoyante des mutations profondes, des innovations et changements dans l'agriculture française et le monde paysan, nous avons cherché à comparer la fin des paysans à la fin des orpailleurs, ou la fin de l'orpaillage comme pratique ancestrale au Sénégal oriental. La question centrale tourne autour de la problématique de l'orpaillage, appellation coloniale, qui rendait compte de l'action des populations qui récoltaient ou ramassaient l'or. L'or, c'est récolté.
Et on pouvait même le ramasser en grande quantité, tout simplement parce que dans ce système de croyances et de représentation donc socioculturelle et mentale des orpailleurs mandingues, donc principalement Diakhanké, donc issus du rameau mandingue, ils avaient un lien naturel avec l'or. Il y avait toute une symbolique de l'or. Donc c'est cette symbolique qui aujourd'hui est en train d'être agressée par la technologie, l'avidité, la cupidité, la quête effrénée du gain. Vous voyez un peu? C'est ça un peu de mon point de vue qui change l'ossature donc de l'exploitation artisanale ou traditionnelle de l'or, qui a attiré mon attention et qui justifie ce questionnement. Ne va donc pas dans ces conditions, en tout cas vers la fin de l'orpaillage traditionnel. Parce que quand on parle d'orpaillage, déjà c'est l'exploitation artisanale, c'est l'exploitation traditionnelle. Donc c'était une appellation coloniale. Est-ce qu'aujourd'hui les gens qui exploitent l'or dans les sites de Mako, Khosanto, Tomboronkoto, si vous voulez, Diabougou, en tout cas ces dizaines de sites dans le Sénégal oriental, peuvent toujours continuer à répondre de cette terminologie d'orpailleur? J'en doute. Il serait plutôt passé subrepticement d'un statut d'orpailleur à un statut d'exploitant minier, obéissant aux règles du marché et si vous voulez, de la quête de l'argent, c'est-à-dire de la logique économique. Donc, il y a un changement même de paradigme, un changement de rationalité. Donc, de la rationalité axiologique, c'est-à-dire fondée sur des valeurs, la symbolique, les représentations. On est passé à une rationalité de type instrumental qui obéit à des, si vous voulez, à des objectifs économiques qu'on s'est fixés. Et ces objectifs, c'est quoi? C'est l'enrichissement simplement, quelles que soient les conditions d'exploitation. Nous allons y revenir tantôt. Monsieur le ministre, honorables invités, chers collègues sociologues, docteur Adia Tanjo, donc j'ai oublié de vous citer tout à l'heure, lui c'est mon camarade de promotion. On s'est battu ensemble, lui et moi, pour la création ou l'ouverture du département de sociologie, et c'était en 1997, on était en année de licence. Donc je pense que sa présence ici, en tout cas, se justifie, car comme je l'ai dit, il y a un volet historique qui concerne la sociologie au Sénégal. Nous étions une section, et de la section, on est passé à un département autonome, avec le professeur Malick Ndiaye comme premier chef de département, ensuite M. Tamba, qui est là, parmi nous, Gomis plus tard. Monsieur le ministre, ce livre de 198 pages, donc publié par les éditions L'Harmattan, se veut un éclairage sociologique sur une pratique séculaire qui existe toujours dans l'univers mental des orpailleurs, dans leur système de croyances et de représentation, malgré la déstructuration et les contraintes techniques et environnementales qui menacent sa survie. Il se décline en deux parties. La première traite des aspects traditionnels de l'orpaillage. Il est ici question d'une analyse de cette pratique séculaire depuis l'époque précoloniale, car comme je l'ai dit tantôt, les populations autochtones du Haut-Sénégal pratiquaient l'orpaillage bien avant l'arrivée des Occidentaux. C'est d'ailleurs tout le sens de la théorie du bionisme mercantile en vogue dans les États européens à l'époque coloniale. La recherche de l'or fut le tout premier motif de l'expansion française dans le Haut-Sénégal au milieu du XVIIIe siècle. L'époque du voyage de Kanka Moussa, c'est depuis l'Empire du Mali. Son voyage à la Mecque en 1325 avait fait baisser le cours de l'or, et ce voyage est encore vivace dans la conscience collective des orpailleurs mandingues, dans tout rappel de la gloire et de la prospérité. Alors, dans les écrits
il est mentionné que 12 000 chameaux chargés de sel arrivaient à Tombouctou pour en repartir chargés d'or, environ 8 tonnes. Dans cette partie de l'ouvrage, Monsieur le ministre, nous expliquons également les méthodes et techniques d'exploitation coutumière de l'or dans la société traditionnelle mandingue, en levant au coin du voile des aspects liés au mythe et à la dimension structurale, aux représentations, clichés et stéréotypes des orpailleurs. Les orpailleurs ont un lien naturel avec l'or. Ils pensent même que cet or est un don, en tout cas divin. C'est pourquoi, souvent, même dans la manière de l'exploiter, ce n'est que récemment qu'ils ont commencé, en tout cas pour certains, les allochtones, à agresser cette ressource avec l'utilisation donc de produits toxiques, avec l'introduction de la technologie, la mécanisation en tout cas de l'orpaillage. Mais avant, c'était des bâtés, c'était des lavages, parce qu'il y avait une division sociale du travail, en tout cas d'orpaillage. Il y avait aussi une division des rôles. Les hommes, en tout cas aux hommes, étaient assignés un certain nombre de tâches. Les femmes aussi s'occupaient du lavage, alors que les enfants jouaient en contact avec la glaire ou la marne. Donc l'enfant orpailleur mandingue, Djakhanké, était socialisé, n'est-ce pas, dans les couloirs d'orpaillage. C'était donc pour perpétuer cette tradition. Cet enfant qui, dès le bas âge, fréquente les djuras, donc c'est les lieux où on exploite l'or, les placers. Alors, une fois adulte, devient forcément un orpailleur très doué, parce qu'il a grandi dans cet environnement, il a grandi dans ce milieu. C'est pourquoi donc cette pratique se traduit de génération en génération. Les orpailleurs traditionnels avaient un lien naturel avec l'or et ils utilisaient souvent des indices, certains arbres, n'est-ce pas, pour déterminer les teneurs, effectivement, en or, en tout cas de la zone concernée. Il y avait des arbres comme le sunsun, donc ça c'est en Djakhanké, et le mot wolof c'est alom. Je ne sais pas si, bon, vers le Saloum peut-être on connaît, et vers le Sine, je sais que, voilà, ils connaissent. Il y a ce qu'ils appellent le nyama, c'est le ngigis aussi, en wolof, ou sao, alors qui ne poussait que là où il y avait de l'or. De même, là où il y a le bourré, donc c'est un arbuste, ou le tchunguru, il était inutile de chercher de l'or. Vous voyez donc, tout c'est symbolique. Et toute cette relation fusionnelle avec la nature, n'est-ce pas, qui permettait aux orpailleurs de pouvoir donc même détecter, en tout cas, les endroits où ils étaient sûrs, en tout cas, de trouver de l'or. Tout ça entre dans le système de représentation, en tout cas, des orpailleurs mandingues autrefois. L'orpaillage traditionnel obéissait à une logique surnaturelle, fondée sur des croyances aux mythes fondateurs qui décrivent une irruption du sacré ou du surnaturel dans le domaine de l'or. Dans la conscience collective des orpailleurs, l'or se métamorphose en personne physique et se promène la nuit jusqu'au sommet des montagnes. Il change de place ou se cache lorsque les sacrifices ou les échanges entre les orpailleurs et les êtres surnaturels ne sont pas réalisés. Dans ce Volksgeist, c'est-à-dire croyance, cette croyance populaire, pour reprendre l'expression d'Hegel, seuls les détenteurs, en tout cas de pouvoir mystique ou surnaturel, dans les djalans ou les hôtels, donc sont en mesure de le poursuivre et de l'abattre en cours de route. Le lieu du crime constitue un nouveau site riche en pépites. Monsieur le ministre, chers invités, chers collègues, dans cette première partie de l'ouvrage, nous avons cherché, par une représentation verticale de la pratique de l'orpaillage ou sociologie en profondeur, pour parler comme Gurvitch, essayer de rendre compte de l'originalité de l'orpaillage et de la symbolique de l'or, quand on sait que l'histoire est pour le sociologue ce que le laboratoire est pour le scientifique. Dans la seconde partie, nous expliquons l'organisation et la pratique de l'orpaillage aujourd'hui.
Vous voyez un peu, donc c'est l'orpaillage entre tradition et changement. Après avoir expliqué ce qu'était, en tout cas, l'orpaillage, n'est-ce pas, au fil des ans, avec les dimensions liées aux représentations, aux croyances, coutumes, mythes, modes d'exploitation, division sociale du travail, division sexuelle du travail. Nous avons essayé de comparer la situation d'avant avec cette situation-là actuelle. D'ailleurs, c'est ce qui fonde un peu notre questionnement. Aujourd'hui, les méthodes et techniques ont changé. L'organisation sur les sites où les djouras subit un bouleversement, en tout cas subit un bouleversement radical. Aujourd'hui, les orpailleurs obéissent à une logique économique marquée par une quête effrénée du gain. Et c'est cette description de l'orpaillage qui présente les signaux de la disparition prochaine d'une civilisation millénaire constitutive d'elle-même et porteuse de sens. Donc la réponse à cette interrogation, on la trouve dans la pratique de l'orpaillage aujourd'hui. L'orpaillage est en crise. La crise, en tout cas au sens sociologique, c'est quand, en tout cas, l'ancien mode n'est plus et que le nouveau tarde à être régi par des normes effectivement contraignantes. C'est ça la définition de la crise au sens de Gramsci. Donc c'est cette crise de l'orpaillage aujourd'hui qui trace les sillons de sa disparition prochaine. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans les sites, pour moi, ce n'est plus de l'orpaillage, en tout cas traditionnel. C'est juste une activité à haute intensité de main-d'œuvre qui se développe par des exploitants miniers. Avec le diffusionnisme des traits technologiques et l'usage abusif des produits toxiques comme le cyanure, le mercure et leurs conséquences au plan sanitaire, l'orpaillage perd son âme, son caractère traditionnel et sacré, son charme et ses attributs mythico-mystiques pour devenir une banale activité de survie. Parlant du mercure, et je voudrais parler sous le contrôle de médecins, en tout cas censés connaître les effets néfastes de ce produit-là dans la santé, en tout cas physique ou santé mentale de l'individu. Ne soyez pas surpris quand on vous dit qu'à Kédougou ou à Tenkoto ou à Sabodola même, les orpailleurs manipulent ce mercure qu'ils utilisent dans l'amalgamation de l'or sans mesure de protection aucune. L'amalgame est brûlé à l'état libre dans un village où il y a des enfants, où il y a des femmes enceintes, où il y a des personnes âgées. Quand on sait le degré de toxicité ou de dangerosité de ce produit-là, le mercure, que ces populations manipulent simplement pour de l'argent. Ça, c'est la forme mécanique, la contamination mécanique, donc par l'évaporation, etc. Plus grave, c'est la contamination organique avec le méthylmercure, c'est-à-dire que le changement du produit qui déversé, n'est-ce pas, en tout cas, alimente, si vous voulez, le lit des bactéries qui sont mangées par les insectes. Ces mêmes insectes mangés par les petits poissons là, qui sont dans les cours d'eau, les phytoplanctons, etc. Mangés ensuite par les moyens, les grands poissons, etc. jusqu'à atteindre toute la chaîne alimentaire. Et en dernier ressort, c'est l'homme qui consomme ces poissons qui accumulent la plus forte concentration de mercure. Aujourd'hui, ce produit fait des ravages, même si les populations n'ont pas ce niveau de conscientisation par rapport à la, en tout cas, dangerosité de ce produit-là. Les gens l'utilisent dans la clandestinité parce que le produit provient de la sous-région, Mali, Burkina, Guinée, etc., avec la porosité des frontières. Les autorités du pays, effectivement, ils sont conscients de ça. C'est pourquoi donc il y a des programmes de sensibilisation
par rapport aux effets néfastes du mercure ou du cyanure dans le traitement de l'or. Au plan environnemental, nous assistons à des dégradations du couvert végétal, perte de biodiversité, de la faune, de la flore, le déboisement, les trous qu'on creuse un peu partout. Donc c'est l'orpaillage sauvage aujourd'hui qui est développé dans cette partie, en tout cas du Sénégal oriental. Il n'y a pas de contrôle. Donc les orpailleurs sont très mobiles. Ils se déplacent en fonction des découvertes. C'est la ruée vers l'or. Quelqu'un qui découvre en tout cas un filon ou de l'or dans une zone quelconque, avec la publicité, etc., il y a la ruée, les gens abandonnent leurs anciens sites pour aller vers d'autres sites, de nouveaux sites beaucoup plus prometteurs. C'est ce qui fait que donc, en termes de dégradation de l'environnement, donc les conséquences, effectivement, comme vous le savez, sont néfastes. Au plan social, l'orpaillage tel qu'elle est pratiquée aujourd'hui porte en elle-même les germes de la déstructuration donc, de toute une communauté, la dépravation des mœurs, parce que l'argent circule, les djuras sont fréquentés par des populations d'horizons divers. Aujourd'hui, ils sont estimés à plus de 50 000. Il n'y a pas que des Sénégalais, il y a des gens de la sous-région qui viennent soit pour chercher l'or ou pour développer leur commerce, quelle que soit la nature de ce commerce. Et il y a des altercations, monsieur le ministre l'a évoqué tantôt, qui se soldent souvent par des morts d'hommes. Il y a quelques mois, dans le site de Diabougou, un nouveau site, il y a eu une confrontation entre orpailleurs burkinabés et orpailleurs maliens. Cet incident s'est soldé avec la mort de 9 orpailleurs burkinabés. Ça, c'est récent. Et ça s'est passé ici, chez nous. Tout simplement parce que les burkinabés sont réputés être de grands génies, en tout cas dans l'art d'orpailler. Ça crée de la frustration, de la contestation, de la jalousie. Ils sont attaqués à ces gens-là au Burkinabé et il y a eu une tuerie. Tout ça pour de l'or. Ça, c'est les rapports entre allochtones. Mais la forme la plus pernicieuse pour moi, c'est le rapport entre orpailleurs autochtones et orpailleurs allochtones. Les autochtones, les gens du Djaha. Le Djaha, c'est le terroir mandingue, là où habitent les Djahanké, qui pensent que cet or-là, c'est un don de Dieu. Et ils perçoivent les allochtones comme des envahisseurs, des gens qui viennent chercher leur or. Et souvent, les multinationales en souffrent. Hein. Les multinationales en souffrent, je parle sous le contrôle de Makumba, je vous assure. Ah oui, parce qu'ils ont un lien naturel avec l'or. Ils pensent que les autres, c'est des envahisseurs qui viennent piller les ressources, n'est-ce pas, pour se développer. Et eux, ils vont rester dans la pauvreté ou la précarité. Et il y a de fortes résistances. C'est pourquoi donc, il urge, en tout cas, pour l'État, les communautés et les multinationales, de renouer les fils du dialogue. En tout cas, ça n'a jamais été rompu, je sais. Mais de continuer, en tout cas, les discussions dans ce sens pour qu'il y ait la paix sociale au niveau de ces communautés-là. Les ressources minières, de manière générale, sont des facteurs de conflit. N'est-ce pas, Chetine? Que ce soit l'or, le fer, le diamant, le pétrole. Les gens peuvent s'entretuer pour ces ressources-là. Donc voilà des activités qui, de mon point de vue, doivent être organisées et en tout cas rationalisées davantage. Le livre en question aborde aussi un volet très important et qui concerne, comme je l'ai dit, comme je l'ai annoncé dès l'entame, la perception que les orpailleurs traditionnels ont des sociétés, en tout cas minières. Au moment où on parle de transparence, n'est-ce pas, voilà, dans l'industrie extractive, où les gens sont obligés de payer ou de publier, en tout cas, ce qu'ils produisent,
les populations se posent toujours des questions. Donc je pense que aussi c'est une invite à ces communautés minières, n'est-ce pas, pour qu'elles versent davantage dans l'éthique, l'égalité, la transparence, en tenant compte bien évidemment des aspirations des populations pour une paix sociale, pour une paix durable. Le dernier point de cette deuxième partie parle, si vous voulez, des conséquences de l'orpaillage en tout cas au niveau des communautés minières. L'abandon des champs par les paysans. L'abandon des champs par les paysans qui, peut-être avec les caprices de la pluviométrie, tournent le dos à l'agriculture et préfèrent aller orpailler, en tout cas jouer avec les minerais, question de stratégie de survie individuelle ou familiale. Alors, à court terme, il y a de graves conséquences sur la sécurité alimentaire, malgré la richesse monétaire. Les parents retirent leurs enfants de l'école pour la main-d'œuvre. Vous vous rendez compte? L'éducation, c'est un droit. Mais aujourd'hui, dans ces communautés, il faudra interroger les gens du secteur de l'éducation, ils vont vous dire. En période d'orpaillage, en tout cas intensive, les classes se vident. Parce que les enfants sont dans les djuras, en train d'aider les parents, n'est-ce pas, pour collecter le maximum, effectivement, de minerais possible. Donc ça impacte sur le taux de scolarisation et même sur le taux d'abandon dans ces milieux. Sur le plan médical, la manipulation à main nue du mercure hautement cancérigène donc amène une augmentation de cette pathologie. Donc les cancers, les troubles neurologiques, etc. Le métal qui est rejeté dans le fleuve et par la chaîne alimentaire fluviale empoisonne l'eau, tous les poissons et les consommateurs. Donc je l'ai expliqué tantôt, c'est la forme organique avec le méthylmercure. De plus, la propriété de ce métal sur le développement embryonnaire provoque déjà à la maternité, en tout cas dans le village de Tomboronkoto, de nombreuses malformations congénitales. Ces mercures étant manipulés par des femmes enceintes. Donc il y a même des effets toxiques pour ces femmes-là, enceintes, très vulnérables. Donc elles mettent au monde des enfants qui souffrent de malformations. Voilà, c'est compliqué quand même. Donc même les gens qui sont au niveau du district peuvent le confirmer parce qu'il y a des statistiques pour ça. Donc c'est un cri de cœur au fait, cet ouvrage-là. C'est vrai que c'est une localité, en tout cas perdue, un peu dans la forêt du Sénégal oriental, 750 km pour aller à Sabodala. Je sais que ce n'est pas évident. C'est pourquoi ces pratiques ne sont pas connues. Elles sont méconnues. Mais c'est des Sénégalais, c'est des Sénégalais. C'est des citoyens de ce pays qui méritent effectivement une attention particulière. Il y a aussi, au plan social, la dépravation des morts. Avec la fréquentation des sites par d'autres communautés, en tout cas étrangères, qui viennent voilà, pour des raisons de plaisir ou d'argent, n'est-ce pas, augmenter un peu, en tout cas multiplier ce fléau de la prostitution clandestine. Les conséquences sont donc une flambée de maladies vénériennes, un taux de prévalence de sida estimé par les autorités sanitaires à 7%, alors qu'il est de 1% pour le Sénégal. Vous vous rendez compte? 7%, je dis bien, dans cette localité. Alors que le taux national, la voisine, les 1%. Donc juste pour vous donner des idées, une idée, en tout cas de ce qui se passe dans cette zone recroquevillée un peu dans cette partie sud-est du pays. Il y a un développement important de tous les trafics, y compris la drogue, les armes et le banditisme. Alors tout cela combiné, toute cette description en tout cas de ce qui est l'orpaillage aujourd'hui, parce que je parle de l'orpaillage aujourd'hui, tel qu'elle est pratiquée aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec cette activité multiséculaire
qui s'entretenaient de génération en génération, avec les dimensions mythiques, représentations, croyances, aspects socioculturels liés à la symbolique de l'or. C'est ce passage-là aujourd'hui qui m'inquiète, moi, et qui m'a amené effectivement à me poser cette question-là. Donc, en conclusion, sans pour autant faire de la prophétie, comme je l'ai dit, je peux peut-être trouver un raccourci, comme le font souvent les prospectivistes, question d'inventer un peu le futur ou l'avenir en disant que nous allons inéluctablement, Monsieur le ministre, à la fin des orpailleurs, à la fin de l'orpaillage. Voilà donc, Monsieur le ministre, en résumé, la quintessence de cet ouvrage. Et je ne saurais terminer mon propos sans vous manifester, Monsieur le ministre, toute ma reconnaissance pour ce déplacement fait en ce jour ouvrable. Déjà que ce matin, vous étiez en conseil des ministres et tout le monde sait que les mercredis pour les ministres, ce n'est pas évident. Donc s'il a tenu à être là, c'est parce que c'est un passionné de cette problématique. Et c'est vrai que depuis qu'il occupe ce secteur, je sais que beaucoup de choses sont en train d'être faites ou réalisées. Et des mesures même drastiques ont été prises suite aux altercations là, dont j'ai parlé tout à l'heure, le cas de Diabougou. Donc il y a une fermeture de certains sites. Donc c'est sous sa responsabilité. Donc moi je pense qu'il mérite des encouragements parce qu'il comprend parfaitement la problématique et les risques, n'est-ce pas, liés à cette activité qui aujourd'hui, comme je l'ai dit, est en train d'être dénaturée, est en train d'être travestie par les exploitants miniers qui proviennent de la sous-région avec leur propre technologie, leur propre culture, leur mœurs qu'ils nous amènent pour bouleverser tout le système de croyances et de représentation des orpailleurs traditionnels. Aujourd'hui, ces gens, ce sont des égarés de mon point de vue. Ils ne font plus de l'orpaillage et ils n'ont aucun moyen, en tout cas, de résistance. Donc, ils regardent leur pratique mourir, n'est-ce pas, petit à petit, sans avoir les moyens d'organiser une quelconque résistance. Et c'est quand même dommage. L'orpaillage est une pratique très charmante. L'orpaillage, c'est comme ils le disent, hein, c'est une affaire de djinn, quoi. Donc, voyez un peu. Donc, c'est comme, dans le système de croyance, l'or se métamorphose. Ils peuvent entrer en communion avec l'or. C'est comme si l'or faisait partie de leur patrimoine, qu'ils se doivent effectivement de préserver et de garder. Aujourd'hui, ils sont envahis, ils sont agressés. Et ils sont obligés de copier, en tout cas, cette nouvelle technologie qu'ils ne connaissaient pas, pour des stratégies de survie, pour se faire de l'argent. Quelqu'un l'a expliqué, je pense que c'est l'ingénieur des mines. Le gramme est passé, en tout cas, le prix a été multiplié par 10. C'est un indicateur de taille. Tout ça contribue effectivement à tuer la pratique de l'orpaillage.